2 octobre 2023, le Conseil de ville de Sainte-Catherine-de-Hatley s'est réuni. Pour nous en parler, nous avons comme toujours le maire Jacques Demers, le directeur général de la municipalité, M. Marc Marin. En ouverture, avant de parler de ce qui s'est passé au Conseil de ville comme tel, on va commencer par aller faire un tour à Québec, puisque c'est là que se trouve actuellement M. Demers, en vue du début des négociations du pacte fiscal avec le gouvernement québécois. Alors, M. Demers, pouvez-vous nous résumer là quel sera votre rôle aujourd'hui? Combien de personnes sont là autour de la table? Rapidement, nous faire un topo de ce qui s'en vient. Dans le fond, le pacte fiscal, la façon que ça fonctionne au niveau du Québec, c'est avec le ministère des Affaires municipales qu'on traite ce dossier-là. Puis, en tant qu'élu, il y a 4 groupes représentés. Évidemment, la Fédération québécoise des municipalités, qui représente plus de 1000 membres associés. Il y a la Ville de Québec, que le maire va être présent. Il y a la mairesse de la Ville de Montréal. Et du côté de l'UMQ, Union des municipalités du Québec, le président et son groupe seront présents aussi, étant donné qu'on les 4. Dans un moment, j'ose dire charnière dans ce dossier-là, parce que là, on va probablement passer à un pacte fiscal complètement différent, où ce que le gouvernement veut sortir le côté financier, puis que nous, le monde municipal, de façon générale, on veut s'éloigner de la taxe foncière, où ce qu'on a besoin des revenus qui viennent en dehors de ce qu'on a l'habitude de faire. Ce qu'on vit énormément à Sainte-Catherine avec les hausses d'évaluation foncière ont rendu que le fardeau est lourd sur le résidentiel. Et qu'est-ce que vous proposez au juste? Comment diversifier les revenus, là? Je sais que vous avez droit, M. Legault vous l'a confirmé lorsqu'il est allé vous voir dernièrement là, à la Fédération, euh, vous avez droit au point là, sur la TVQ, c'est ça, un pourcentage de taxe, là. Mais en dehors de ça, ça c'est encore de la taxe finalement. Est-ce que les municipalités ont des idées pour créer des revenus? Il y en a. En même temps, ça va en grande partie souvent rester sur la taxe. Ce qu'on veut, ça vient toujours du même payeur. Mais on se dit, est-ce que le foncier est rendu qui doit payer pour des dossiers qui sont plus au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, au niveau de d'autres ministères qui sont rendus qu'on a l'impression que c'est nous qui devons fournir là-dessus au niveau de la fondation de l'hôpital, au niveau de l'aide, au niveau de la santé. Il y a plein de domaines qu'on a l'impression que les parcs, quand on va avoir des équipements pour nos écoles, que ça soit encore sur le foncier, il y a des ministères qui devraient payer ces éléments-là. Puis la discussion, c'est-à-dire la richesse réelle des gens ne devrait pas être plus basée sur leur revenu réel, ce qui se retrouve sur un rapport d'impôt, que toujours de penser que leur valeur de leur maison, c'est cet endroit-là. C'est autour de ça que la discussion a lieu, là. Et rapidement, M. Demers, vous disiez, bon, le gouvernement, lui, arrive avec une demande, il veut sortir la portion, comment vous avez dit ça, là? Il veut. Tout ce qui est fiscal et financier, il voudrait mettre ça à part plutôt que ça soit dans le pacte des ententes de réciprocité. C'est-à-dire, Puis vous recevez ça comment comme demande? Est-ce que vous voyez là-dedans un piège, quelque chose qui pourrait potentiellement se revirer contre vous, ou si d'emblée, ça vous semble une bonne idée, là? ben, on veut les écouter. Aujourd'hui, c'est la première rencontre. Je veux comprendre qu'est-ce qu'ils veulent dire par ça, quel élément. Est-ce qu'ils veulent embarquer du logement, des choses qui est urgent à comprendre. Puis on parle de logement abordable. Abordable, personne définit le terme, puisque d'une personne à l'autre, ça varie beaucoup. Il y a le logement social aussi, qui est une catégorie qui doit être considérée. Parce que, particulièrement sur nos territoires, j'ai l'impression qu'on est en train de pousser des gens à l'extérieur par notre logement. Ça fait qu'il faudrait comprendre où est-ce que le gouvernement situe dans ce dossier-là, entre autres. Mais oui, on va aller chercher, on pourrait parler, pour certaines régions, on va nous parler d'éoliennes. On n'aura pas le choix un jour d'en discuter. Il y a différentes façons d'aller chercher de l'énergie, où est-ce que ça crée aussi des revenus. Est-ce qu'on peut investir là-dessus dans les ressources naturelles, sur le territoire? Est-ce que des éléments dans lesquels on peut, à certains endroits, aller en chercher plus pour en laisser particulièrement pour les gens qui vivent ces difficultés-là? Nous autres, c'est des sablières, gravières. Est-ce que le niveau qu'on a de ce côté-là est suffisant pour l'impact réel que ça nous coûte au niveau de nos routes? Il y aurait beaucoup de discussions à avoir lieu autour de ça pour justement comprendre qui doit payer quoi.
Très bien. Alors, tout un dossier, en tout cas, qui s'ouvre aujourd'hui. C'est une première rencontre. On essaiera de mois en mois là, de faire un petit suivi avec vous autour de ces négociations-là. On va revenir maintenant à ce qui s'est passé à Sainte-Catherine de Hatley et en même temps, c'est en lien avec le gouvernement québécois puisque on voit là qu'il y a une majoration au niveau de la taxe, justement, qui est imposée maintenant pour le 911, service d'urgence au téléphone. Et là, il y a une majoration et il va même avoir une indexation. Et ça, ben, ça vient d'en haut, vous n'avez pas le choix, là. Toutes les municipalités du Québec doivent suivre le pas donné par Québec. Oui, c'est vrai. Dans le fond, on avait une taxation qui était à 46 sous. Les gens qui vont regarder leur compte de téléphone vont dire, oups, il y en a que c'est écrit 99. Il y a différentes formules quand on regarde notre facturation que les gens ne voient pas nécessairement le 46 sous, mais ça, c'est ce qui revenait pour le service 911 qui monte à 52 sous. En même temps, ce qu'on va entendre parler dans les prochains mois, c'est plusieurs de ces services-là, dont COCA, qui est celui qui nous couvre, qui couvre plus de la moitié des municipalités au Québec, qui là veut nous charger aussi pour nos services incendie. Ça fait que là, il va y avoir en plus de ce montant-là une partie qui va venir du foncier. Nous, on trouvait que c'était bien que l'utilisateur payeur, celui qui se paie un cellulaire, ait à payer un service qu'il peut avoir avec son cellulaire. Mais là, on est en train de décrocher de cet élément-là parce qu'on va avoir aussi un montant. Pour toute la MRC, je crois que présentement, ce qui est sur la table, c'est environ 34 000. On dira, bon, ben, c'est pas si pire, ça équivaut peut-être à 75 sous par résidence, mais c'est plus que ça, c'est qu'on crée un précédent. On commence encore d'utiliser du foncier pour quelque chose qu'on pensait que ça n'allait pas là. Et ça, c'est le gouvernement du Québec qui vous l'imposerait ou si c'est la compagnie qui arrive avec ça? Et quel est votre pouvoir de négociation dans un truc comme ça, là? Souvent, c'est de quitter, de regarder un autre qui ne l'imposerait pas, mais quand on s'informe particulièrement au niveau de nos services incendies, c'est difficile qu'une municipalité ou qu'un groupe quitte. On a déjà eu plus d'une centrale de 911 et ça a été compliqué. On ne veut pas non plus qu'il arrive de drame. Il faut que ces gens-là soient bien connectés ensemble pour être sûr que la réponse est bonne. Le montant n'est pas très élevé. C'est le précédent qu'on y crée qui est fatigant dans ce dossier-là. Puisqu'une fois qu'on est embarqué, ben, la suite, on verra là. Effectivement, beaucoup plus facile d'ajouter un truc comme ça que de le retirer éventuellement. Puis là, une fois que c'est là, ben, ça peut prendre de l'ampleur. En tout cas, je perçois comme vous un précédent qui n'est pas nécessairement intéressant. Monsieur Marin, on va se retourner vers vous maintenant pour l'octroi de 2 contrats qui a été fait lors du dernier conseil de ville, donc le débroussaillage et on est au mois d'octobre, on commence à parler de déneigement, donc contrat de déneigement qui a été octroyé. Est-ce que vous avez, comment a procédé la municipalité? Il n'y a pas eu d'appel d'offres pour Non, des c'est sommes sur, comme ça, là. c'est des appels d'offres sur invitation. À chaque fin d'été, on fait du débroussaillage. On a un petit budget de débroussaillage avec le temps, on fait le tour de la municipalité. Et cette année, on a toujours un appel d'offres sur invitation. On a décidé d'en reprendre le même que l'année passée. Donc, les élus ont alloué un budget de 10 000 de débroussaillage. On choisit des chemins, là. Comme je vous dis, on alterne à chaque année, là, pour faire le tour entre 5 et 10 ans, le tour de nos chemins, là, en débroussaillage, pour pas que on attende de faire tout en même temps et que ça, parce que le débroussaillage, quand on fait ça, c'est pas du fauchage. Ça laisse un peu de marque pour quelques semaines. Après, ben, les gens ne voient plus là, qu'il y a eu du débroussaillage. Et Très bien. concernant Et les... est-ce que vous faites la même technique avec le déneigement? Donc, vous déneigez les Oui. trottoirs sur 5 à 10 ans selon la Non, municipalité? c'est que Non? c'est que l'année passée, on a essayé à l'interne de faire le déneigement à l'aide de petits outils mécanisés, dont une souffleuse. Et on s'est aperçu avec les changements climatiques que la neige, une fois tombée, elle vire vite en glace. Et on n'a pas d'équipement pour. Donc, on a fait un essai l'année passée. Et cette année, on s'est pris de bonne heure et on était bien sûr sur invitation des déneigeurs locaux. On a dit, ben, on va le donner en sous-traitance, mais on va faire la finition, autrement dit, à certains endroits, on fera un suivi, mais au moins on aura quelque chose qui est plus que on n'est pas équipé là, avec la machinerie un peu plus grosse, on peut dire, là, le tracteur ou quoi que ce soit. Donc, c'est un entrepreneur local qu'on a choisi. Là. On a la Toujours chance d'avoir plusieurs entrepreneurs locaux qui font du déneigement là, à Sainte-Catherine. à qui a été accordé le contrat? À Molleur,
Donc, c'est une famille locale qui fait du déneigement, puis lui, il va le faire durant qu'il fait sa route. Donc, même, il peut passer une couple de fois dans la journée. Donc, c'est un contrat annuel qu'on lui a donné. Très Puis, bien. Les gens de Sainte-Catherine-de-Hatley pourraient être surpris peut-être de voir sur l'ordre du jour l'apparition du manoir OV. Pour pas mal tout le monde, le manoir OV est à North Hatley. Mais j'apprenais moi-même en pré-entrevue, en fait, qu'il y a une portion du terrain là, qui est chez vous. Et donc, présentement, il y a des travaux majeurs au manoir OV et il y a une demande au schéma d'aménagement de modification. Là. Monsieur Demers, pouvez-vous nous mettre en contexte exactement qu'est-ce qu'on demande, qu'est-ce qu'on pourrait modifier? Vous avez raison. C'est une entreprise qui est située entre deux municipalités. L'entrée, tout ça est à Sainte-Catherine, mais le manoir, la plus grande partie du côté de North Hatley, on a les résidences des propriétaires, tout ça de notre côté. Ils font des modifications importantes à leur entreprise. Puis, ils se trouvent dans une section qui historiquement est protégée au niveau des paysages et tout ça. Et il n'y avait pas eu d'inclusion pour les entreprises. Pareil comme s'il y aurait eu juste du résidentiel. Ça fait qu'on va modifier cette ligne-là pour leur laisser l'espace de leurs travaux pour que ça corresponde à ce qu'on retrouve pour la majorité des gens. Ils ont les mêmes règlements que les autres au niveau de leur résidence, ce qui leur permet de bouger leur entreprise, qui sinon se retrouvaient dans un carcan où à 80 ils pouvaient le faire, puis il y a 20 qui était bloqué. Ça fait que l'agencement même du bâtiment et tout ça aurait pu être mis en question de ce côté-là. OK. Donc, ils ont leur bâtiment actuel. Et là, est-ce que vous parlez quand vous parlez du 80-20 là, est-ce que c'est sur le bâtiment actuel ou c'est sur un projet d'agrandissement ou Je vous dis ça de mémoire. Là. Me semble, à moins que M. Marin me dise que ce n'est pas ces chiffres-là, me semble que ça ressemble beaucoup à ça sur l'actuel. Sur la majorité de l'investissement qu'ils font, c'est beaucoup plus du côté de North Hatley aussi que ça a lieu. Mais ils touchent quand même une petite portion chez nous. La demande qui va se faire au niveau du schéma, j'imagine que North Hatley va faire la même chose de son côté. Ça fait qu'on va le regarder dans sa globalité pour que cette entreprise-là ne soit pas gérée par deux parties différentes, mais qu'on le voit dans un tout. Là. Parfait. Et le tout étant toujours dans l'optique de, comme vous le disiez tantôt, là, c'est de la protection de paysage. On ne vise pas, de toute façon, j'imagine, au manoir OV à détruire le paysage. Ça fait partie de leur capital. Exact, c'est un de nos super bels endroits, puis c'est leur richesse, pourquoi que c'est un château relais reconnu à ce niveau-là. Je pense que la protection, puis pour nous aussi, là, d'être sûr que le suivi, lorsqu'il y a des travaux, que ce soit pour eux ou pour d'autres, que du côté environnemental, notre inspecteur suive ça de près, c'est essentiel. Là. Très bien. La Régie intermunicipale de gestion des déchets solides de la région de Quaticook, donc c'est la régie dont vous êtes membre à Sainte-Catherine-de-Hatley. Monsieur Marin, on se prépare dans le fond pour les budgets de l'an prochain et il fallait là maintenant adopter le budget de la régie. Est-ce qu'on annonce là des augmentations peu importantes ou importantes en vue de l'an prochain? En dollars, pour les municipalités, il n'y aura pas beaucoup d'augmentation. Oui, la tarification change, mais le volume a diminué beaucoup après la pandémie. Les gens sont bien sortis, donc sont moins chez eux, génèrent moins de déchets et de compost parce que la régie traite les déchets de compost. Donc, ce qui fait que le budget pour l'année prochaine va être sensiblement pareil. Et les régies doivent déposer un peu avant leur budget, puis on doit l'entériner parce qu'on fait partie de la régie pour que nous autres, on l'incorpore dans nos budgets. Vous l'avez mentionné, M. Marin, là, depuis que la pandémie est terminée, les gens recommencent à bouger, donc produisent moins de déchets locaux. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi l'autre phénomène, justement, tous les touristes ou tout ce qui est chalet chez vous était peut-être moins utilisé pendant la pandémie et là, ben, le monde est revenu aussi. Vous avez quand même une bonne portion de la municipalité qui n'est pas nécessairement là à temps plein. Est-ce que le fait que la pandémie soit terminée, est-ce que ça n'a pas un impact aussi sur une augmentation du volume chez vous? Non, ça a été l'inverse. Dans la pandémie, les gens sont allés dans leur chalet et ont resté là clairement, on peut dire, donc, les gens n'ont pas sorti de leur chalet, justement. Ils ont quitté la grande ville, puis tu avais le droit de t'en aller d'un endroit puis rester dedans. Ça a fait beaucoup d'augmentation dans les 2 années, on peut dire, de pandémie. Les volumes ont remonté beaucoup. Donc, on est revenu à des volumes, là, pas avant la pandémie, parce que bien sûr,
les gens, il y a beaucoup de personnes qui ont fait leur résidence permanente avec, qui ont parti de la grande ville et ont pris leur résidence secondaire, sont rendus des résidences permanentes. Et on a toujours l'effet avec de diminution de déchets, mais on ne le voit pas dans le compost. C'est un mélange de tout ça. Parfait. Et là, par exemple, si je comprends bien, on se retrouve donc avec un prix plus élevé au tonnage. Oui. On parle de la pandémie depuis tantôt. On sait qu'il n'y a personne qui avait vu ça sur son calendrier, là, qui avait mis ça à son agenda, la pandémie. Il nous en tombe une autre dessus l'année prochaine. Et là, tout à coup, ça aurait un impact réel sur les budgets de la municipalité, si je comprends bien, parce que le prix au tonnage va être plus élevé, tout le monde resterait chez eux, etc. Est-ce qu'on se prévoit une petite enveloppe de sécurité au cas où qu'un truc comme ça nous tombe dessus? De ce côté-là, c'est un peu facile de voir aussi l'augmentation, ce qui est situé. On parle à peu près d'un 5 d'augmentation. Ça fait que 5, 6, 7 on est capable d'absorber. Ce n'est pas nécessairement notre premier poste de dépense. Si ça arriverait, on est bien situé pour pouvoir compenser cette section-là là, sans problème. Très bien. On termine avec la demande d'aide financière de l'île du Marais. Donc, une première à l'île du Marais. Il pourrait y avoir donc une toilette toute l'année sur le site. Oui, exactement. C'est une demande de ce côté-là. On avait déjà une du côté de la descente pour le lac Magog, que certains nous disent qui est utilisé. Du côté du Marais, c'est la même chose. Là, ils s'aperçoivent que l'hiver, les gens aiment aussi aller marcher, spécialement probablement comme un hiver l'année passée où très peu de neige. Encore plus facile de dire de façon récurrente que les gens étaient là puis ils marchaient. Il y a de plus en plus d'occasions l'hiver d'aller marcher à l'extérieur. Mais il y a des besoins de ce côté-là. On a eu des plaintes de certains voisins que des marcheurs faisaient leurs besoins dans les alentours, question d'urgence, j'imagine. Mais là, on va essayer de leur trouver de quoi de plus approprié. Très bien. Et donc, la toilette sera là pour toute l'année. Voilà qui met fin au suivi du conseil de ville de la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley pour le mois d'octobre. Comme toujours, chers auditeurs, bien, je vous invite à faire circuler la dite entrevue sur Facebook, Twitter, autres réseaux sociaux. Et on remercie évidemment M. Demers, M. Marin pour leur participation. On vous retrouve, messieurs, le mois prochain pour le suivi du conseil de ville du mois de novembre. Au microphone, Rémi Perra.